Bonjour Alexandre Adler. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour ce 9e numéro de Mondovision, l'émission de géopolitique de Radio J. Au sommaire cette semaine, la fermeture des listes électorales israéliennes marquées par deux alliances à gauche et à droite, la situation en Iran, le dernier débat des primaires démocrates dominé par les questions internationales et enfin le forum sur la Shoah la semaine prochaine en Israël. Mais commençons Alexandre par l'actualité politique israélienne. Les partis avaient jusqu'à mercredi minuit pour inscrire leur liste électorale. Deux alliances se sont formées dans les dernières 48 heures. Commençons par la gauche, Alexandre. Le parti travailliste fera donc liste commune avec le parti d'extrême gauche Meretz. On craignait dans les deux camps de ne pas passer le seuil électoral et de connaître alors une déconvenue historique. Est-ce, selon vous, Alexandre, le signe de l'épuisement de la gauche en Israël, une force politique qui n'est plus au pouvoir en Israël depuis l'an 2000, quasiment 20 ans? J'aurais tendance à vous répondre, oui, bien sûr, vous avez raison, mais ce n'est pas l'épuisement de la gauche, c'est l'épuisement de l'ensemble de la classe politique israélienne qui a besoin d'être rénovée, car on en peut en dire autant de la droite que l'on peut même plus appeler classique. En réalité, les identités qui se sont installées dans la vie politique israélienne de manière longue depuis, je dirais, la fin des années 1950, sont aujourd'hui totalement épuisées et transformées par le monde dans lequel nous sommes. C'est le cas d'Israël, c'est le cas des États-Unis, c'est le cas de la France, c'est le cas du monde entier. Donc Israël, ici, ne fait pas différence, mais comme vous savez, nous sommes des juifs et donc nous sommes un peu plus hystériques que la moyenne et nous exagérons un petit peu un certain nombre de tendances qui sont plus visibles chez nous qu'elles ne le sont peut-être ailleurs. Encore que je ne vois pas ce qu'il y a de pas visible aujourd'hui, et dans la vie politique américaine dont nous allons sans doute parler, Tout à et fait. dans la vie politique russe, et dans la vie politique française. Mais en tout cas en Israël, c'est particulièrement vrai. Il y a évidemment plus de droite et plus de gauche, et une partie de toutes ces étiquettes sont évidemment entièrement bidons. Alors bien sûr, en ce qui concerne la gauche, qui retrouve au fond avec sa bipartition, sous une autre forme, ce qui avait été autrefois l'alliance du MAPAI, du Parti travailliste, donc traditionnel, et du MAPAM, c'est-à-dire un parti communisant qui, petit à petit, avec le temps, était devenu simplement un parti socialiste de gauche, et puis ensuite une succursale du MAPAI, jusqu'à fusionner avec lui un beau jour. Mais aujourd'hui, il fallait bien prendre la place du MAPAM. Celle-ci a été prise par les anciens de Shalom Arshav, c'est-à-dire des pacifistes israéliens et de tous ceux qui sont critiques de la société israélienne. À la fin du fin, après s'être appelé le Ratz, ce qui ne manquait pas d'humour, ils sont devenus le Meretz. Et au fond, c'est l'ancien MAPAM, ou du moins c'est la structure que le MAPAM a toujours incarnée à côté du MAPAI, mais bien entendu, leur distinction par rapport au Parti travailliste est tout à fait adventiste et secondaire. Et donc maintenant, aujourd'hui, ils sont alliés avec les partis travaillistes, comme on dit en yiddish, abegezint. On leur souhaite beaucoup de chance ou peu de chance parce que, évidemment, leur alliance ne représente pas grand-chose pour l'avenir de la société israélienne. Et une partie de leurs propositions les plus constructives sont en fait, et c'est là le grand étonnement historique et politique, celles que favorise bien sûr Bibi Netanyahou, qui souhaite un gouvernement de coalition et qui souhaite une alliance entre la gauche et la droite, ou en tout cas tous ces éléments pragmatiques, pour arriver enfin à un traité de paix avec l'Arabie saoudite qui ouvrira la voie à un compromis historique pour les Palestiniens. Donc, pour ma part, je ne suis ni surpris ni offusqué, mais je ferai remarquer que l'union des droites qui est en train de se constituer est tout aussi factice. Car derrière cette apparente rencontre, il y a bien entendu deux droites. Il y a des extrémistes plus ou moins marqués et qui sont obligés d'ailleurs de changer d'oripeau et de discours, mais qui sont quand même plus ou moins tous hostiles à un compromis avec les Palestiniens, hostiles à un processus de paix qui implique évidemment de laisser aux Arabes une place à Jérusalem. Je ne dis pas remettre en cause la séparation de Jérusalem, mais de leur donner une place à Jérusalem et de donner d'une manière générale aux Palestiniens une place dans la société unifiée qui est en train de se constituer, à la fois comme citoyens israéliens, ce sont les plus importants aujourd'hui, et comme habitants
de territoires sous statut spécial, aussi bien la Cisjordanie, comme on l'appelle aujourd'hui, que la bande de Gaza, et, j'ose le dire, la Transjordanie qu'on a détachée un jour par caprice de l'Empire britannique de l'ensemble palestinien, et qui est maintenant le royaume hachémite de Jordanie, mais qui aujourd'hui fait absolument partie de l'ensemble et qui sera inclus d'une manière ou d'une autre. On va trouver les moyens institutionnels dans un accord global qui va faire d'Amman, bien entendu, le faubourg de Jérusalem, et de Jérusalem le centre de gravitation d'un ensemble géopolitique en réalité plus vaste que ne l'est aujourd'hui l'État d'Israël. Alexandre, vous évoquiez la droite. Le sionisme religieux partira donc uni le 2 mars prochain. La nouvelle droite de Naftali Bennett, le parti Union nationale et le foyer juif concourront finalement ensemble. Seul le parti d'extrême droite kahaniste Otzma Yehudit restera à l'écart de cette alliance. Alors la presse israélienne a révélé que Benjamin Netanyahou avait fait pression pour que les 4 partis s'unissent, y compris Otzma Yehudit, ce que Naftali Bennett a refusé. Quel est selon vous, Alexandre, le grand vainqueur de cette séquence ? Le grand vainqueur, c'est toujours Bibi Netanyahou. Vous n'allez pas être surpris parce que c'est ce que je pense depuis le début, pour la bonne raison qu'il a une stratégie et une véritable volonté de parvenir. Mais il se heurte bien sûr toujours à des rancœurs, à des manœuvres minables, mais qui, les unes après les autres, s'avèrent impossibles. Et cela, je ne suis pas surpris. C'est l'illustration de ce que la parole talmudique nous a appris depuis toujours. Le deuxième temple, celui qui fut détruit par les Romains en apparence, ne fut pas détruit, selon nos sages, par les Romains. Les Romains furent les agents actifs de cette destruction, et bien entendu, ils le paieront à leur tour. Mais il a été détruit tout simplement parce que les sages du Talmud ont appelé la haine sans raison. Alors, c'était une expression un peu mystérieuse. Pour l'instant, elle n'est plus mystérieuse parce qu'elle est là sous nos yeux. La haine sans raison, ce sont justement ces manœuvres politiques minables, ces coups bas, ces interventions des uns après les autres pour essayer de contredire en fait ce qui serait tout simplement la voie de la Torah. Je ne dis pas que nos pauvres Bibi est l'expression même incarnée de la Torah, encore que. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Torah, c'est effectivement de réaliser un État juif enfin unifiant le sionisme religieux et le sionisme non religieux dans une conception commune de la loi et bien entendu dans une acceptation de l'autre, dans une acceptation et une réconciliation avec les enfants d'Ishmaël, c'est-à-dire avec les Palestiniens. Mais bien entendu, les Palestiniens n'en sont pas capables politiquement aujourd'hui. C'est la démonstration de ces dernières années. Mais par contre, ils peuvent suivre la voie de la puissance hégémonique pour des raisons religieuses profondes de l'islam, qui est l'Arabie saoudite, qui est héritière aujourd'hui, à travers la geste d'Ibn Saoud, de ce qu'a été la première tentative de restauration d'un royaume des descendants du prophète, le royaume hachémite de la Mecque. Et maintenant, étant donné que la Mecque et les lieux saints de l'islam sont entre les mains des Saoudiens, ce sont les Saoudiens qui vont administrer Jérusalem pour le compte de l'islam, c'est-à-dire un compte limité mais réel, non pas en antagonisme, mais en alliance avec l'État d'Israël. Cette alliance, aujourd'hui, a été largement réalisée par la géopolitique, la réalpolitique, par le Mossad, en gros, pour dire les choses simplement, bien qu'il existe déjà des relations diplomatiques officielles avec les Émirats, qui sont aussi riches aujourd'hui que l'Arabie. Mais demain, bien sûr, ce sont les représentants de l'Arabie, dont le chef, le cheikh Abdel Jouber, est un homme absolument remarquable et totalement dévoué à l'idée d'une alliance, une véritable alliance avec Israël, qui va représenter à Jérusalem les intérêts de l'islam et la totale garantie donnée aux lieux saints de l'islam que sont le Haram al-Sharif et la mosquée Al-Aqsa. Et donc, à partir de là, nous avons effectivement un dialogue entre Israël et Ismaël, qui est évidemment un fait messianique. Mais un fait messianique qui n'est pas, pour nous surprendre,
mais qui, évidemment, tourne toutes les têtes. Et nous avons, face à cela, toutes les manœuvres qui vont essayer d'empêcher cela, mais ce ne sera impossible de le faire. Il est impossible d'assassiner Joubert pour l'instant. Il est impossible de faire tomber Bibi Netanyahou pour l'instant. Alors je ne dis pas que tout cela se garantit bien sûr pour l'avenir. Et rien n'est garanti pour l'avenir. Restons dans le Golfe, si vous le voulez bien, Alexandre, et passons au dossier nucléaire iranien. Mardi, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne ont durci le ton face à Téhéran. Les 3 États signataires de l'accord de 2015 ont annoncé leur intention de déclencher le mécanisme de règlement des différends prévu par le JCPOA. Ils mettent en cause les violations répétées par l'Iran de ses obligations en matière de non-prolifération nucléaire. Et vendredi, le guide suprême iranien en personne, Ali Khamenei, a fustigé les Européens tout en se disant ouvert à des négociations, mais pas avec les États-Unis. Selon le Washington Post, Donald Trump aurait menacé de taxer de 25% l'exportation des voitures européennes si le vieux continent ne faisait pas pression publiquement sur Téhéran. Alors Alexandre, est-ce que ce front commun qui est en train de se dessiner devant nous peut faire plier la République islamique ? Oui, bien entendu, mais elle plie déjà. Mais j'ai envie de dire au pauvre Khamenei, qui n'est que l'ombre de lui-même, d'arrêter de s'agiter vainement et de raconter n'importe quoi, dont d'ailleurs il sait très bien que la réalité est impossible, plutôt que de faire des gestes inconsidérés dont certains peuvent être dangereux. Et je dirais un petit peu dans l'expression populaire, je dis arrête de te faire mal, là tu es tout rouge. Et je pense que Khamenei est de plus en plus rouge et que c'est dangereux pour lui. Il faudrait pas qu'il se fasse mal. Mais bien entendu, on sait très bien que tout a été fait depuis longtemps par un homme tout à fait remarquable qui a dirigé le Mossad au bon moment, Meir Dagan, qui d'ailleurs devait s'appeler quelque part comme Fishman ou Fishgrund au départ, avant d'avoir pris et débraisé son nom. En tout cas, Meir Dagan, quand il est arrivé au pouvoir, a parlé au cadre du Mossad, et son discours est connu, en leur posant la question quels sont les trois problèmes centraux qui se posent au Mossad aujourd'hui. Il a dit il a laissé parler un petit peu chez les officiers, et il leur a dit, écoutez, non, c'est très simple, nous avons 3 problèmes, je vais vous les énumérer. Le premier, c'est l'Iran, le second, c'est l'Iran, et le troisième, c'est l'Iran. aussi l'Iran. Et voilà. Et donc, il y a eu depuis une concentration du Mossad sur le problème iranien, avec des résultats absolument remarquables et qui, finalement, ont été rendus publics par les Israéliens pour de bonnes raisons, de sorte que nous savons, premièrement, que la totalité des dossiers, je dis bien des dossiers, sur les manœuvres de prolifération nucléaire qui ont été entrepris par le régime iranien déjà aux abois, mais en pleine action, et qui d'ailleurs gênaient beaucoup de dirigeants iraniens qui ont fuité de façon totalement intéressée parce qu'ils craignaient les réactions justement très dangereuses que cela pouvait créer. Et donc la totalité du dossier a été expatriée d'Iran à travers l'Azerbaïdjan, qui est maintenant un allié indéfectible d'Israël. Le Mossad a une base à Bakou qui est absolument la plus importante et qui lui permet de pénétrer en Iran à peu près comme il le veut, avec la complicité non pas seulement des Azerbaïdjanais indépendants, anciens soviétiques bien sûr, mais des Azerbaïdjanais de l'Iran lui-même. Aujourd'hui, on peut dire que tout le pouvoir azéri, c'est-à-dire Tabriz, et en fait un tiers de l'Iran, du territoire iranien, échappe au contrôle déjà de Khamenei et de l'État. Et c'est là que, en fait, les Israéliens peuvent faire à peu près ce qu'ils veulent. Ils ont des agents, ils ont de nombreux alliés, des complices, bien entendu, jusqu'à Téhéran, jusqu'à Ispahan, jusqu'à Machhad. Et c'est à partir de là que, en fait, les Israéliens ont commencé à tout savoir des projets, des mollahs. Enfin, des mollahs. Ce ne sont plus les mollahs, justement, mais de ce groupe extrémiste dont Qasem Soleimani a été le dernier chef, qui est aujourd'hui évidemment obligé de continuer une vie dans un autre monde où j'espère il commence à s'assagir. Sinon, sa métempsychose, selon les petits bêtas, se fera sous la forme d'un animal plutôt. Donc, nous risquons un jour de rencontrer un chien qui mord à Jérusalem. Ce sera la réincarnation de Qasem Soleimani. Et lui, c'est fini. En tout cas, les autres, eh bien, et notamment l'ayatollah Khamenei, peuvent raconter ce qu'ils veulent, mais les Israéliens savent tout de ces projets de prolifération. Les Européens le savent aussi. Un homme comme Jean-Yves Le Drian
qui est par ailleurs proche des dirigeants saoudiens et proche du monde arabe, sait parfaitement les dangers que cela fait courir. C'est d'ailleurs toute cette stratégie absolument imbécile de l'Iran qui lui vaut aujourd'hui l'aliénation de la Chine, qui auparavant, de manière assez raisonnable d'ailleurs, avait décidé de jouer d'un côté la Chine, d'un côté l'Iran et de l'autre l'Arabie saoudite pour essayer d'obtenir le maximum. Donc dans toute cette géopolitique complexe et dont personne ne se rend compte, parce que maintenant il n'y a plus de gens assez compétents pour se rendre compte de la rapidité des changements que nous vivons, nous avons aussi un grand changement en Chine. Les Chinois soutiennent, parce qu'ils soutiennent Israël bien sûr, ça c'est encore une grande réforme, eh bien, un isolement de l'Iran. Donc l'Iran est complètement isolé. Et dans cette condition, eh bien, aujourd'hui, les Israéliens ont pu, Meir Dagan en particulier, faire ce qu'ils voulaient pour complètement confondre et ridiculiser les ambitions israéliennes, les ambitions iraniennes, et faire comprendre aux dirigeants iraniens que tout progrès dans la prolifération, c'est ce que Bibi Netanyahou a eu le mérite de dire tout de suite, nous n'accepterons jamais un second Auschwitz, eh bien, se heurterait évidemment à des sanctions d'une ampleur et des sanctions militaires considérables. Mais en même temps, tout a été fait pour faire comprendre, et c'est ce qu'a fait Trump ces derniers temps avec beaucoup d'à-propos, qu'on n'est pas obligé d'en venir là et que très vraisemblablement, étant donné la paralysie et l'impuissance qui touche aujourd'hui tout le pouvoir iranien, eh bien, il va tout simplement tomber comme un fruit mûr, sans guerre. Ce sont les idées du grand philosophe chinois Sun Tzu, qui est un classique, je le répète, du confucianisme, et dont, je le sais, Adel Joubert a médité entièrement les leçons, exactement comme Henry Kissinger, qui en parle de manière extraordinaire dans son dernier livre sur la diplomatie, qui est véritablement son testament. En fait, on peut toujours éviter la guerre, et les efforts pour éviter la guerre sont absolument considérables. Israël le fait. Israël a permis de se débarrasser de la menace iranienne sans en venir à l'atomisation. Mais par contre, avec une politique assez énergique et qui interdit aujourd'hui aux mollahs, pas aux mollahs. Les mollahs eux-mêmes sont en train de changer, mais aux partisans de la guerre à outrance, pratiquement tout issu. Et ils sont en train, bien sûr, de perdre la Syrie après avoir perdu déjà beaucoup de choses et essentiellement l'opinion iranienne qui, dès que des élections libres auront été possibles, mais elles ne le seront que quand on aura vraiment désarmé les derniers terroristes, eh bien, donneront une véritable victoire à toutes les forces libérales et démocratiques en Iran. Alexandre, on file maintenant aux États-Unis. C'est le 3 février prochain que sera sifflé le coup d'envoi des primaires démocrates. Première étape de ce marathon, l'Iowa. Mardi soir, les candidats démocrates participaient au dernier débat télévisé. Un débat marqué par les attaques de Bernie Sanders contre le favori Joe Biden. Sanders a accusé l'ex-vice-président de Barack Obama d'avoir soutenu l'invasion américaine de l'Irak en 2003. De son côté, la sénatrice Elizabeth Warren a affirmé qu'elle était favorable au retrait des troupes américaines du Moyen-Orient. Alexandre, vous connaissez très bien les États-Unis. Estimez-vous que la première puissance du monde se prépare à se tourner définitivement vers l'Asie, où se trouve son grand rival chinois, avec pour conséquence un désengagement au moins partiel du Moyen-Orient? Non, évidemment, non, et bien sûr oui aussi. C'est-à-dire que, bien entendu, les grands décideurs américains, ils existent, ont déjà fait le deuil de la pacification du Moyen-Orient. Ils sont contents d'un certain nombre de résultats qui ont été acquis. Il n'aurait pas été sans la destruction du régime de Saddam Hussein qui était particulièrement dangereux. Mais enfin, le débat est maintenant terminé et les enjeux ne sont plus là. Moins il y aura d'Américains sur le terrain du Moyen-Orient et mieux cela sera. Mais bien entendu, ça ne peut pas être non plus la débandade. Pour le reste, bien sûr, l'Asie est un endroit où de toute façon se joue l'avenir du monde à cause tout simplement de la puissance de la Chine, pas non plus pour que les Américains se mettent à faire la guerre à la Chine, les Coréens déjà ne le permettront jamais, mais pour se débarrasser de Kim Jong-un et pour nettoyer les derniers problèmes de la région sur la base d'une concertation. L'Asie a été le terrain de la guerre, de toute la guerre froide. Elle a été extrêmement touchée par des
d'une suite de ravages de ce genre. Et aujourd'hui, l'hégémonie chinoise ne le permettra pas et l'hégémonie américaine ne souhaite pas en venir là sous aucune forme, à condition bien sûr que les Chinois la respectent un peu, ce qui est le cas de Xi Jinping. Voilà ma réponse. Israël accueillera jeudi prochain le 5e Forum international sur la Shoah, avec pour thème se souvenir de la Shoah, lutter contre l'antisémitisme. C'est le dernier thème que nous allons évoquer ensemble, Alexandre. De nombreuses personnalités de premier plan seront présentes, notamment le vice-président américain Mike Pence et Emmanuel Macron. Le président de la République effectuera sa première visite en Israël depuis son élection en 2017. Il rencontrera évidemment Benjamin Netanyahou. Quel sera selon vous le menu de leur discussion, en particulier sur le plan stratégique, Alexandre ? Ils vont parler de ce dont nous parlons, mais ce que je pense surtout, c'est que Emmanuel Macron, qui n'est absolument pas un idéologue et n'a aucun sentiment antisémite ou de réticence à l'égard d'Israël, il l'a montré, est également évidemment toujours sensible à toutes ces voix qui lui disent qu'il ne faut pas donner le sentiment d'une trop grande proximité d'Israël parce que, leur dit-on, le problème palestinien, etc. Il faut donner la priorité à la résolution du problème palestinien. Mais tout cela est déjà caduc. Et bien entendu, aujourd'hui, cette visite en Israël est une page de tournée par rapport à toute la diplomatie inepte de la France, consistant à isoler Israël et à lui montrer le dos en faisant le grand accusé de manière générale et en valorisant des juifs lâches qui sont tous anti-israéliens et qui sont mis en valeur à cause de la bêtise et de la bassesse de leurs engagements. Mais tout ça finit. Tout ça est terminé. Khvatit, comme on dit en russe. Nous avons terminé cette période là aussi. Et je suis persuadé pour ma part que Emmanuel Macron, qui n'a aucun sentiment d'hostilité envers les Juifs, mais qui craint évidemment tous ces tiers-mondistes antisémites qui sont encore nombreux autour de lui, va donner un certain nombre de témoignages positifs de son intérêt pour Israël. Alors bien entendu, la commémoration de nos morts et tout ça me laisse profondément indifférent et me navre parfois. Je préférais qu'on s'occupe des vivants. Je pense qu'il est beaucoup plus intéressant de s'intéresser aux juifs vivants qu'aux juifs morts, même si, bien entendu, je suis moi-même, avec la mort de mon oncle, dans la marche d'évacuation d'Auschwitz, qui a été la chose qui a jamais marqué mon père, et toute ma vie et celle de toute ma famille, et des 14 personnes directes de ma famille qui ont disparu, bien entendu, non pas indifférents, mais très profondément concernés par la question de la Shoah. Mais je pense réellement que plus que tout, nous devrions être concernés par la vie de tous les Juifs, et même notamment de tous les Anoussim, de tous ceux qui sont éloignés de nous, et que la puissante force aujourd'hui de la Torah qui est en train d'agir dans le monde nous conduit à retrouver dans l'amour, dans la réconciliation et dans la construction de l'avenir. Alexandre Alder, il est déjà l'heure de se quitter. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain. Merci à nos auditeurs qui sont de plus en plus fidèles à nous suivre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre nouveau site radioj.fr et sur notre page YouTube. Bonne semaine à tous. À la semaine prochaine, Alexandre. Merci Steve, merci à tous les amis. Steve, merci à tous les amis. Steve.